Avant de laisser la parole à la partie substantielle de notre séance d'ouverture, je voudrais redire que le Forum européen de bioéthique à Strasbourg est unique en Europe. Permettre à des citoyens de s'approcher des scientifiques et de déplisser devant eux la complexité des enjeux bioéthiques, c'est très spécifique, c'est unique. Des réunions où des scientifiques débattent entre soi et entre eux, il y en a beaucoup. Des réunions où le grand public est convié à s'approcher de cette complexité, il y en a très peu, il n'y en a même pas du tout en Europe. Et donc nous sommes assez fiers que les Strasbourgeois aient, par leur appétence sur ce sujet, fait donner au Forum cette espèce d'ambiance démocratique et républicaine qui le caractérise, avec toute la sympathie que les gens éprouvent. Il y a pratiquement toujours une ambiance remarquable. Ce forum a été possible depuis le début grâce non pas à des laboratoires qui avaient souhaité nous aider et il y a une dizaine d'années, on aurait pu s'adresser à des fonds privés pour organiser cela. Et je ne sais pas pourquoi, mais bien nous en a pris. On n'a pas mis le Forum européen de bioéthique sous la dépendance d'argent privé, ce qui aujourd'hui nous serait reproché. N'ayant pas d'argent privé, il fallait se tourner vers l'argent public. Et le Forum européen marche complètement grâce à l'engagement tout d'abord et historiquement de Roland Ries, donc de la ville de Strasbourg, mais également de l'Eurométropole, mais également de la région. Et donc, même si les uns sont de droite et les autres sont de gauche, sur la bioéthique, tout le monde s'est entendu pour dire que ça, c'est des sujets dont les lignes de fracture et les éléments de désaccord ne passent pas par les lignes de fracture politique. Et tout le monde s'est mis d'accord pour faire en sorte que cette offre culturelle haut de gamme puisse avoir lieu à Strasbourg. Mais le public de Strasbourg est exceptionnel et donc c'est aussi le public, le quatrième acteur de cette belle aventure. Seront présents aussi, et je leur donnerai la parole brièvement, le président de l'université et le directeur général du CHU. L'université et le CHU sont partie prenante dans le fonctionnement, l'organisation du forum, et donc c'est normal qu'ils soient là à cette occasion. Et donc je vais tout de suite demander, cher Roland, toi qui, on n'est pas dans des paternités anonymes là, toi qui portes une partie de la paternité non anonyme du forum, de bien vouloir venir nous dire deux mots. Bien, pas de recherche de paternité donc. Monsieur le professeur Israël Nizan, cher ami, monsieur le ministre Jean-François Mattei, monsieur le président de la région Grand Est, cher Jean Rotner, monsieur le représentant du président de l'Eurométropole de Strasbourg, Siamak Agababaye, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'université, je crois, qui doit nous rejoindre, monsieur le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, cher Christophe Gauthier, madame Irène Théry, sociologue qui va intervenir tout à l'heure avec Jean-François Mattei à la conférence d'ouverture de ce forum. Mesdames et messieurs, à l'heure où le gouvernement lance les états généraux de la bioéthique, qui associe, comme vous le savez, le grand public à une vaste concertation en vue du projet de loi prévu à l'automne, je résiste mal, pourquoi le cacher, à la tentation d'afficher une certaine fierté. Une fierté partagée, évidemment, mon cher Israël, toi qui as été finalement à l'origine, le vrai père, en réalité, de ce forum de bioéthique qui se tient maintenant depuis 2008 et qui a
qui a commencé en 2011, à vrai dire. Mais la gestation a été lente, elle a duré 3 ans, pour reprendre la métaphore de circonstance, et le premier forum européen de la bioéthique a été organisé en 2011 avec, c'est vrai, le soutien plein et entier de la ville, de la communauté urbaine de Strasbourg à l'époque, qui n'était pas encore à cette époque Eurométropole. Une fierté, je voudrais le dire ici, sans orgueil, mais une fierté légitime tout de même, car incontestablement Strasbourg a été dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, pionnière. Nous en sommes aujourd'hui à la 8e édition de ce forum. Déjà pionnière dans le domaine des mobilités, novatrice dans le domaine environnemental, comme dans celui des technologies biomédicales, elle se révèle donc pionnière aussi dans un domaine que l'on peine à définir complètement, à circonscrire, qu'on appelle la bioéthique, et qui touche tant aux techniques qu'aux idées et à l'humanité. Strasbourg a d'ailleurs toujours démontré que les techniques nouvelles et les idées nouvelles évoluaient souvent en parallèle, les unes se nourrissant des autres. C'est par exemple ce que nous allons rappeler dans quelques jours à l'occasion des 550 ans de la disparition de Gutenberg que nous commémorons en cette année 2018. L'invention de l'imprimerie n'a-t-elle pas constitué un formidable vecteur pour la propagation des idées, on va dire de l'humanisme rénant d'une part, mais aussi, il faut le dire ici, de la réforme. Les deux sont allés de pair. Et certains peuvent s'interroger pour savoir ce qui est premier. Est-ce que c'est les techniques de diffusion qui sont premières et la diffusion est venue derrière, très naturellement, ou bien est-ce que ces nouvelles idées ont généré dans l'esprit fertile de Gutenberg eh bien, une nouvelle technique pour diffuser ces idées? Je laisse cela à votre réflexion. Mes chers amis, une ville pionnière est une ville qui anticipe, une ville qui prépare l'avenir pour les nouvelles générations, mais surtout qui permet à l'avenir d'advenir, d'arriver. C'est Saint-Exupéry qui disait « L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre. » Mais à le permettre. J'ai donc, autant le rappeler, je pense Israël, tu peux le confirmer, immédiatement adhéré à ce projet, car je sentais qu'il touchait à quelque chose d'essentiel, qui ne s'était pas encore pleinement exprimé, qu'il ne s'agissait pas de prévoir, mais en effet de permettre et, je dirais, de laisser éclore. Certes, depuis la création en 1983 du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, cette question avait régulièrement fait l'objet de débats autour des lois de 1994, puis de celles de 2004, ou encore lorsque l'Union européenne adoptait en 2000 une charte prônant l'interdiction de toute recherche sur le clonage humain. Je salue l'arrivée de Monsieur le Président de l'Université, Michel Denneken. Ce qui devait éclore, c'est bien l'engouement absolument incroyable du public, le succès considérable remporté par les rencontres et qui n'a cessé de croître au fil des ans, quelles que soient les thématiques. Fin de vie, procréation, on y revient aujourd'hui, argent et santé, etc. Je dois dire que je cite régulièrement ce forum comme un exemple de l'appétence au débat des Strasbourgeois. Pourquoi ces questions souvent très pointus, ces sujets en apparence très techniques, ces questionnements d'experts résonnent-ils autant pour le grand public ici à Strasbourg? Je crois vraiment que ce succès tient principalement à une convergence d'éléments. D'une part, à la multitude de facettes d'une discipline difficile à circonscrire, je l'ai dit tout à l'heure. La dimension sociétale de la bioéthique est certes évidente, mais elle a aussi partie liée avec la morale, avec la recherche scientifique dans les domaines de la biologie, de la médecine et notamment de la génétique, comme il en sera question avec Jean-Louis Mandel. Et la partie liée aussi avec le droit. Avec le droit, bien sûr, comme on le verra dans l'une des tables rondes, et la partie liée avec la philosophie, car il s'agit ni plus ni moins que de réfléchir à la définition même
de la vie et de la mort, du début de la vie, quand commence-t-elle exactement, du statut du corps et bien sûr du statut de l'embryon. Mais aussi la partie liée avec la sociologie, chère Irène Théry, je vous salue. C'est d'ailleurs bien vous, ainsi que Jean-François Mattei, je ne m'y trompe pas, que le public nombreux ce soir, comme d'habitude, est venu écouter pour cette conférence inaugurale. C'est donc ce faisceau d'entrée, si j'ose dire, qui a donné au Forum cet extraordinaire pouvoir d'attraction. La deuxième raison du succès réside dans la dimension pédagogique de ces rencontres. Aux côtés d'exposés savants, il y a toujours la volonté de traduire, d'illustrer, de faire comprendre au travers de cas concrets les questions qui se posent pour les mettre à la portée du plus grand nombre. Car ce n'est pas un cercle de spécialistes ici, c'est bien la population, les citoyens dans leur diversité qui sont ici, avec aussi des spécialistes naturellement, car au fond, tout le monde est concerné par ces questions. Je pense, cher Israël, que dans vos interventions, vous vous inspirerez certainement de cette affirmation de la philosophe Hannah Arendt, je cite, « Aucune philosophie, aucune analyse, aucun aphorisme, aussi profond qu'il soit, ne peuvent se comparer en intensité, en plénitude de sens, avec une histoire bien racontée. » Avec une histoire bien racontée. C'est bien pour le grand public que vous vous exprimerez et non pas en vase clos entre spécialistes. Mettre à la portée du plus grand nombre des questions qui paraissent difficiles, mais qui nous concernent tous, comme je l'ai dit. Enfin, troisième raison, dernière raison de ce succès, je crois que c'est l'actualité, je dirais l'acuité des thématiques abordées, et notamment celle de cette année. On sait que nombre de progrès scientifiques au XXe siècle ont été source de liberté en matière de santé publique. La connaissance des mécanismes génétiques du vivant nourrit-elle à son tour ce progrès et cette liberté, ou bien agit-elle directement sur l'espèce humaine et surtout de quelle manière? Toutes ces innovations doivent-elles être autorisées, contrôlées, interdites? Ce sont des questions très concrètes. Faut-il ouvrir la PMA, la procréation médicalement assistée, aujourd'hui autorisée pour les couples hétérosexuels, aux couples de femmes, voire aux femmes seules? Et dans ce cas, ne crée-t-on pas une discrimination à l'égard des couples d'hommes qui n'ont pas d'autre recours pour être parents que d'avoir recours à la GPA, la gestation pour autrui? Doit-on aller vers une GPA éthique, comme le préconisent 110 signataires, parmi lesquels figurent Elisabeth Badinter et toi-même, Israël, et Irène Théry, dans une tribune récemment parue dans Le Monde? Et en conséquence, allons-nous vers une marchandisation de la reproduction ou au contraire, est-ce une façon de stopper les dérives? Je vous laisse répondre aujourd'hui ou dans les jours qui viennent à ces questions. Voilà, mesdames et messieurs, quelques éléments concernant cette soirée et ces journées qui s'annoncent. Permettez-moi de citer encore une fois Hannah Arendt. Le progrès, dit-elle, et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Et pour conclure, je souhaite évidemment plein succès à la nouvelle équipe. Je voudrais citer en particulier Aurélien Benoît-Lide, désormais vice-président, et plein succès à cette nouvelle formule du Forum, de remercier tous les intervenants qui viennent à Strasbourg, et ceux aussi, les locaux de l'étape, et de saluer encore une fois le public qui est là, qui est impatient de vous entendre, vous, et je cède la parole maintenant à je crois que c'est Jean Rotner, me semble-t-il. Merci de votre attention et bon forum. Jean Rotner a déjà participé plusieurs fois au Forum européen de bioéthique. Il l'a fait venir à Mulhouse à plusieurs reprises. Il est maintenant président de la région Grand Est. Jean Rotner, merci de ton aide, et aide qui est facilitée par ton métier. Merci, cher Israël, mesdames, messieurs. Je vais m'associer aux salutations qui vous ont été adressées par Roland.
il y a quelques instants. J'aimerais juste, cher Israël, te dire que quand on parle de Strasbourg, je ne sais pas s'il y a une différence entre nos sensibilités politiques. Quand on parle de Strasbourg, on parle d'une passion, d'une volonté de défendre une ville qui s'engage à la tête d'une région, à la tête d'un continent, le continent européen. Et je crois que notre capitale régionale, notre capitale européenne, aujourd'hui mobilise l'ensemble des sensibilités politiques, quelles qu'elles soient, et se nourrit d'ailleurs aussi de forums comme ce forum européen de bioéthique. C'est essentiel, c'est majeur. Je reviens cet après-midi de la Sarre, où dans mon dialogue avec la ministre présidente, j'ai évoqué la position de Strasbourg. C'est quelque chose de normal. J'ai évoqué ce dialogue transfrontalier constant que vous connaissez ici comme étant, parce que métropole transfrontalière, et je crois que des sujets comme ces sujets aujourd'hui qui intéressent tout le monde, eh bien, ce sont des sujets essentiels, majeurs, que nous devons développer naturellement dans notre pays, mais que nous devons aussi de plus en plus ouvrir à l'intérieur de notre continent européen, avec nos amis allemands tout particulièrement. C'est aussi des pistes d'ailleurs d'évolution et de positionnement de la région qui, avec 40% de la frontière terrestre française, eh bien, nécessite ce dialogue constant avec nos voisins. Alors, permettez-moi peut-être quelques réflexions tout à fait personnelles dues à mon expérience d'homme, mon expérience de médecin, et ce plaisir que j'ai, chaque fois que j'y suis invité, de venir ici au sein de ce forum. On est très peu formé finalement à l'éthique lors de nos études de médecine, et c'est dommage. Il y a une formation personnelle, il y a une formation parfois qui est fondée sur des faits religieux, des faits laïques, des expériences de vie tout simplement, qui nous forgent petit à petit dans cette vie professionnelle, que cette vocation qui est la nôtre, et qui se traduit par quelque chose d'essentiel. Nous passons notre thèse, et le premier élément tout de suite après cette thèse, c'est le fameux serment d'Hippocrate. Ce serment d'Hippocrate qui nous ramène tout de suite dans cette notion d'engagement personnel, d'engagement éthique, de réflexion finalement, qui rejoint à un moment donné la bioéthique. Je trouve que c'est assez fort, essentiel, et ça nous guide petit à petit dans notre vie de praticien. Si j'ai toujours eu plaisir à venir ici, c'est que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec les positions d'Israël. J'ai vu dans le journal La Croix qu'il y a eu un débat très animé entre Jean-François Mattei et Israël Nizan, je ne sais pas, ces derniers jours, ces dernières heures. En tout cas, il est extrêmement intéressant. Et la force d'un forum comme celui-ci et la participation de la région s'inscrit vraiment dans cette volonté, c'est de rassembler, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est de créer finalement non pas une pensée unique, mais cette vocation qui est celle d'un engagement participatif de l'ensemble de nos concitoyens. C'est essentiel. Comme acteur politique aujourd'hui, avec le débat national qui débute, moi je suis toujours frappé de la facilité avec laquelle nos concitoyens envahissent finalement ces sujets de la bioéthique, avec la facilité avec laquelle ils les font leurs, et il y a à ce moment-là une forme de progrès dans les discussions du quotidien. Si j'ai un regret peut-être dans les dernières années qui viennent de passer, c'est la fameuse contestation sur le mariage pour tous, sur tous ces rendez-vous manqués finalement en termes d'éthique et en termes de réflexion citoyenne et de réflexion populaire qui auraient dû avoir lieu ces dernières années au sein de la société française et qui auraient évité, je le pense, bien des déchirements, parce que meilleure explication, parce que meilleur accompagnement. C'est aussi le rôle du politique à un moment donné de susciter de manière tout à fait décontractée le débat sur ces questions essentielles qui sont des débats, non pas de société, mais des débats, et Roland le disait clairement, des débats liés à la vie quotidienne, à la création de la vie et à cette nécessité aujourd'hui d'évoluer et de ne pas forcément être d'accord, mais de créer ces lieux d'échange. Et Strasbourg, dans son engagement citoyen européen et mondial, est dorénavant un lieu reconnu pour cela. Pour ça, tout simplement que la région est aux côtés du Forum, aux côtés de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole,
pour que nous puissions continuer à cheminer ensemble, à créer finalement un chemin de crête qui nous fasse évoluer les uns avec les autres dans un débat participatif, un débat qui est simplement, et je dirais peut-être clairement, le respect de l'autre, l'écoute, et je crois qu'en tout cas, dans cette grande région, puisque tu faisais référence, on en a beaucoup besoin. Bonne soirée à vous. La troisième collectivité territoriale qui nous aide et qui permet ce forum est l'Eurométropole. Robert Herman s'est fait excuser, mais il nous a envoyé Siamak Agababai, qui est un collègue de mon CHU. Et donc, Siamak, si tu veux bien prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, cher Israël. Vous transmettre d'abord les salutations et la sympathie de Robert Herman, président de l'Eurométropole, qui participe aux côtés de la ville de Strasbourg et de la région Alsace et de l'ensemble des partenaires à cet événement. Et de reprendre peut-être par le début, là où Jean Rotner a pu commencer. C'est vrai que parfois dans l'exercice des métiers de la santé, on est peu préparé et pourtant on est tous les jours confronté à des questions éthiques. Pas plus tard que tout à l'heure, cet après-midi, je devais discuter avec une famille où il fallait décider si leurs patients, leurs parents, devaient être réanimés ou pas. Ces discussions-là, c'est tous les jours. Ces discussions-là, c'est tous les jours et on n'est jamais préparé, ni le corps médical, ni les familles. Comment demander à une famille si on doit finalement aller jusqu'à réanimer leurs parents ou alors s'il faut être dans l'accompagnement. Et c'est quelque chose qui nous apprend la modestie, qui nous apprend notre place finalement d'hommes et de femmes là où nous sommes. Parce que finalement la question de l'éthique pose aussi quelque part la question des utopies. Des sujets dont on va parler aujourd'hui va parler peut-être d'une certaine forme d'utopie, l'utopie post-humaniste ou transhumaniste, mais dans une période où nous vivons la fin des utopies et où les utopies ont pu mener au pire parfois, il est nécessaire de nous interroger sur ce qui vient, sur le monde qui vient et parfois le monde qui vient et advient à l'aide de techniques. Dans l'Antiquité, les choses étaient simples. Aristote et d'autres philosophes de l'Antiquité avaient identifié trois faunes. Il y avait les dieux, qui étaient des êtres immortels et vivants. Il y avait les hommes qui étaient des êtres mortels, vivants et résonnants. Et puis il y avait les animaux qui étaient des êtres vivants, non résonnants. Et la place de l'homme dans cette faune-là était bien enserrée. Et l'homme n'était ni un animal, ni finalement un dieu. Et puis, avec les progrès du savoir et des techniques, toutes ces frontières-là, finalement, ont volé en éclats, puisque les continuités de la vie nous ont appris que, finalement, les animaux ont parfois des formes de conscience, des formes de communication, que d'aucuns peuvent qualifier parfois de pensée. Et de l'autre côté, les progrès techniques nous autorisent à nous projeter et puis donner le fantasme ou l'envie à certains de se prendre pour des dieux. D'où la naissance de deux utopies aujourd'hui qui sont intéressantes et je me réfère à une publication que je vous conseille du philosophe français Francis Wolff qui se nomme « Trois utopies contemporaines » qui est paru l'année dernière en 2017 et identifie trois utopies. La première, l'utopie transhumaniste. Est-ce que nous pouvons dépasser l'homme et devenir un dieu? Mais l'utopie transhumaniste pose une première question éthique, c'est l'éthique de la première personne. Être au soi et être au soi pleinement. Il y a une deuxième utopie, c'est l'utopie animaliste. Finalement, l'homme n'est qu'un animal parmi les autres et que nous sommes dans une éthique de compassion et nous devons redevenir un animal parmi les autres. Et il y a peut-être une troisième utopie vers laquelle nous pourrions aller, en tout cas que nous pourrions explorer, c'est l'utopie qui est l'utopie cosmopolitique où l'homme est l'égal de tous les autres hommes et femmes. Et donc dans cette utopie-là, nous sommes dans une éthique de la troisième personne qui est l'éthique de la justice.
Et c'est peut-être là aussi le sujet de nos discussions et de vos discussions, c'est de nous amener à réfléchir tous les jours aux éthiques qui peuvent animer nos actions. Éthique de la première personne, est-ce que nous agissons pour notre propre compte, par compassion pour les autres, ou pour la justice et pour l'égalité entre toutes et tous? En tout cas, je crois que c'est sous ces auspices-là de réflexion que je vous souhaite d'avoir un forum de la bioéthique qui puisse être pleinement productif. Et je crois que dans matière de bioéthique, et je voulais en terminer par là, dans notre pays, il y a toujours beaucoup de lois qui sont faites à la hâte et de travail législatif qui est fait comme une machine de production. Et en cette matière-là, en matière de bioéthique, nous avons eu la sagesse à chaque fois de réfléchir et que les travaux législatifs ont toujours été issus de dialogue et que ce dialogue-là que nous entamons aujourd'hui avec toi Israël et avec ce forum-là puisse également participer à ce que pourra être demain nos pratiques quotidiennes à chacune et chacun en matière d'éthique. Merci à vous. Le CHU de Strasbourg a soutenu depuis la première minute le fonctionnement du Forum européen et Christophe Gauthier, depuis qu'il est directeur général du CHU, n'a pas ménagé ses efforts pour nous soutenir. Christophe Gauthier, vous avez la parole. Bien, cher Israël Nizan, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe aujourd'hui à cette ouverture. Je vais être très bref parce qu'il nous tarde évidemment, et c'est plus important d'écouter Jean-François Mattei et Anne Théry dans leurs interventions. Je voudrais simplement dire, comme je le présente souvent, le CHU de Strasbourg, c'est une alliance assez remarquable et unique entre un humanisme séculaire qui puise aux meilleures sources de l'humanisme hospitalier et la plus grande modernité. Et finalement, ce forum s'articule parfaitement avec cette identité strasbourgeoise parce qu'il permet d'éclairer ce que la science médicale, ce que les progrès médicaux qui sont réalisés chaque jour au sein de nos CHU, eh bien, doivent à la réflexion éthique et doivent évidemment s'inscrire tout à fait légitimement dans cette réflexion éthique. Et je crois que c'est tout le grand mérite de ce forum que de poser ces questions et de le faire dans les circonstances qui ont été rappelées tout à l'heure. Je voudrais surtout saluer, cher Israël Nizan, vous saluer parce que c'est une grande fierté pour un CHU comme le nôtre de pouvoir compter des personnalités comme vous qui déclinent très justement ce qu'est la vocation, encore une fois, historique des US et vous faites tout à fait remarquablement. Donc je voudrais vraiment vous saluer très chaleureusement pour ce remarquable travail. Je m'en arrête là et je souhaite à chacune et chacun d'entre vous un excellent forum. Merci. Une des composantes qui a fait que le Forum européen de bioéthique de Strasbourg a pu démarrer, c'est l'extraordinaire richesse de ressources humaines dont nous disposons grâce à une université extrêmement dynamique. Et nous avons eu son futur président comme orateur à plusieurs reprises. Il est désormais devenu le président de l'université. Je vais demander à Michel Deneken de venir à la tribune. Voilà, bonjour chers amis, toujours très heureux d'affirmer ce partenariat important avec ce forum de bioéthique européen qui reste une institution unique pour le moment, à la fois par son ampleur et aussi par son esprit. Une université a une fonction double de formation et d'insertion professionnelle et de recherche. Depuis la réforme Pécresse, elle a une troisième mission, c'est la diffusion de la culture scientifique et technique. Et qui, mieux que l'Université de Strasbourg, ne peut proposer d'être un partenaire. Ce qui est tout à fait particulier pour l'Université de Strasbourg, c'est qu'elle est à la fois productrice de sciences, donc elle se soumet à la fois à tous les critères, à tous les processus de validité scientifique, d'intégrité de la recherche, et donc une éthique de la rigueur scientifique qui est toujours sous contrôle des pairs et du législateur. Ensuite, comme université, elle ne peut être vivante que si la dimension académique de sa recherche est garantie dans sa liberté la plus essentielle. La liberté
de la recherche qui ne connaît pas de frontières. Elle ne connaît pas de frontières nationales, mais elle ne connaît pas non plus de frontières disciplinaires. Et aujourd'hui, nos grands laboratoires de recherche sont de plus en plus poreux entre disciplines. Aujourd'hui, un grand physicien est aussi quelque part un chimiste, un biologiste. Nous avons donc sur le campus de l'Université de Strasbourg tous les acteurs qui eux-mêmes chaque jour sont un vrai forum où se confrontent les recherches, les passions, les idéologies, les ambitions légitimes et personnelles et qui doivent faire avancer la société dans laquelle nous sommes. Par conséquent, nous ne sommes pas seulement un partenaire avec d'autres, mais nous sommes aussi, je dirais, un lieu où ce qui se vit dans ce forum doit être vérifié. À la fois la liberté de rechercher, la liberté de réfléchir, mais aussi la liberté de critiquer. Et ce, à tous les azimuts. Une université qui aurait des questions taboues ou des questions interdites ne serait plus digne de ce nom. Par conséquent, il est du devoir du président de l'université d'être le garant de la liberté de chercher et de penser, quelles que soient ses opinions personnelles, bien entendu. Ensuite, je dois attester devant vous qu'il y a une grande difficulté pour les universités, notamment en France, de formaliser l'éthique. Nous avons quelques cours d'éthique, mais nous nous heurtons toujours au ministère à la difficulté d'identifier cette chose. Est-elle chez les médecins? Est-elle chez les philosophes? Avec plus de méfiance, est-elle chez les théologiens? En tout cas, c'est un vrai sujet. Nous avons du mal, au fond, à formaliser, du point de vue disciplinaire, l'éthique. Et je dirais que, quelque part, c'est plutôt une bonne chose. Bioéthique, cher professeur Nizan, c'est quand même un pléonasme. Sur quoi porte l'éthique? Sur le vivant et sur rien d'autre. Sur le vivant à venir, le vivant passé, le vivant possible, le vivant qui nous fait peur. Je crois que l'éthique, ce n'est pas une discipline, et je crois que mon prédécesseur l'a dit avec ces mots, on ne se lève pas un beau matin en se disant « quelle question éthique vais-je aujourd'hui étudier ?» L'éthique, et vous avez évoqué tout ce recommencement, chaque fois qu'on est devant une famille, ce n'est jamais la même famille, ce n'est jamais le même patient, ce ne sont jamais les mêmes croyances. Je crois que ce qui marque l'éthique, c'est la fragilité de cette réflexion. La violence du progrès de la science qui s'impose à nous, la fragilité et le bricolage de l'éthique. Et surtout, l'éthique est toujours dans l'urgence. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas après un séchine ou une grande méditation zen qu'on trouvera une réponse, parce que nous sommes nous-mêmes pris dans nos affects, dans nos idéologies, dans nos appartenances à ce qui fait la décision éthique. Et je pense que les problématiques que vous allez évoquer dans la version 2018 nous mettent devant nos responsabilités de femmes et d'hommes par rapport au monde à construire. L'université est donc un lieu qui accueille avec joie le débat citoyen. Cela a été dit aussi tout à l'heure, nous avons aussi, puisque nous parlons de bioéthique, nous avons des hôpitaux universitaires dans lesquels, au quotidien, ces problématiques se posent. Nous avons des laboratoires de recherche pour qui aussi l'éthique est une vraie question. Et il ne faut surtout pas croire, et j'en témoigne, et je termine là-dessus, que nos chercheurs sont tous des monstres sans passion autre que leur recherche, qu'ils n'ont pas de croyances, qu'ils n'ont pas d'affect, qu'ils n'ont pas de peur, qu'ils n'ont pas de joie. Eux-mêmes sont pris dans ce formidable mouvement du vivant qui nous fait que nous allons toujours en avant. Et je crois qu'il ne faut pas diaboliser la recherche, ni même lorsqu'elle a des utopies. Il vaut mieux que nous ayons peur, comme le disait tout à l'heure aussi Siamak, quand nous ne savons plus être à la bonne place. Et la question éthique est de savoir quelle est notre place. L'université est donc là pour être à la fois sujet
est objet de l'éthique. Et à ce titre-là, cher professeur Nizan, chers partenaires et puis chers citoyens, bon forum, je n'en doute pas, il est déjà au cœur des grands événements strasbourgeois. Irène Théry est sociologue. Elle est déjà venue souvent au forum et vous a montré que c'est une combattante. Elle est professeure à l'école des hautes études en sciences sociales et comme Jean-François Mattei, elle a ce qu'on appelle une éthique de conviction, mais avec une capacité exceptionnelle à transmettre ses convictions et à les expliquer à nous tous. Irène, tu as la parole. Pour les petites personnes. Merci, professeur Israël Nizan, de m'inviter encore une fois cette année à venir participer à ce forum européen de bioéthique. Merci de l'honneur qui m'est fait de partager avec monsieur le ministre Mattei cet moment de conférence inaugurale. Nous sommes une année tout à fait particulière que cette année où vont être préparées pendant toute une année la révision des lois de bioéthique. Je crois que c'est toujours un moment particulier, mais que ça le sera encore plus cette année. Et c'est une chose que je vais essayer qui est finalement le sujet de cette conférence, c'est arriverons-nous, au-delà de chacun des sujets qui va être discuté, à nous arrêter et à considérer de façon réflexive le modèle bioéthique français, qui est un modèle parmi d'autres, et qui aujourd'hui est interrogé de multiples façons, en particulier par les patientes et les patients, et donc, arriverons-nous à aller jusqu'à opérer un certain aggiornamento de ce modèle bioéthique français. Donc, pour aborder ce sujet, je vais rapidement poser mon problème. Vous avez vu, le titre de ma conférence, c'est « Se reproduire ou engendrer ». Et je pense que quand on dit ça, vous comprenez tout de suite que mon sujet, ça va être de montrer qu'on ne se contente pas de se reproduire chez les humains, mais on engendre. Donc, pour entrer dans le sujet, je voudrais revenir avec vous à une histoire racontée qui est très importante dans nos disciplines, en sociologie, en anthropologie. Elle se passe à la fin des années 30, en Nouvelle-Calédonie. C'est le soir, deux hommes sont en train de se parler, ce sont devenus deux vieux amis. L'un est pasteur, missionnaire et anthropologue. Il se nomme Maurice Linhart. Et il est là depuis très longtemps dans ce pays qu'il aime et qu'il a appris à très bien connaître. L'autre est un Kanak, mais il est surtout une autorité, le dépositaire de toute la sagesse de sa tribu, de son village, Boezou. Et ils font un peu le point ensemble. Et Maurice Linhart s'interroge finalement sur ce qu'a été cette mission qu'il a accomplie en cherchant à ce que les Kanaks abandonnent la religion de la coutume qui était la leur pour devenir chrétiens. Et il dit finalement, si on y réfléchit, qu'est-ce que nous vous avons apporté? Est-ce qu'on pourrait dire, nous, c'est-à-dire nous, les Occidentaux, les missionnaires, est-ce qu'on pourrait dire que nous vous avons apporté l'esprit? L'esprit, dit Boezou, vous ne nous avez pas du tout apporté l'esprit. Nous connaissions l'esprit, nous avions l'esprit. Ce que vous nous avez apporté, c'est le corps. Alors cette réponse, tout à fait inattendue en fait, a suscité depuis très longtemps l'attention des anthropologues. On a cherché à comprendre le sens de la réponse un peu énigmatique de Boezou. On a cherché à en tirer toute la substantifique moelle, je dirais. Et pour cela, d'ailleurs, on a pu s'appuyer sur les travaux même d'anthropologie de Maurice Linhart, qui nous montre que derrière cette question,
ça ne veut pas dire évidemment que chez les Kanaks on ignorait le corps. Ça veut dire qu'on ne le voyait pas de la même façon comme quelque chose qui serait le support d'une personne qu'on pourrait tout à fait séparer. Voilà, c'est ça la question. Nous avions l'esprit et nous voyons les personnes, en fait, comme des êtres, certes charnels, mais non pas isolables, comme un corps peut être le tabernacle d'un esprit à l'intérieur de lui, mais toujours en relation les unes avec les autres. Et donc, ça n'est pas pour rien que lorsque mes collègues anthropologues ont ouvert la première grande exposition à l'inauguration du musée du Quai Branly, qui s'appelait « Qu'est-ce qu'un corps ?», justement, ils sont revenus sur cette scène pour expliquer que l'objet de leur exposition était de promouvoir, de montrer que nous avions quelque chose à apprendre de sociétés très lointaines, qui paraissent quelquefois très petites, mais qui ont à nous apprendre sur nous-mêmes quelque chose. Nous avons oublié que nous ne sommes pas seulement des corps, nous sommes des corps pensants, agissant à la manière humaine, et nous ne pouvons le faire qu'en relation à d'autres. Et donc, je participe de tout cet effort des sciences sociales pour qu'une conception plus relationnelle de la personne, c'est-à-dire comme certainement un corps vivant, mais toujours déjà inscrit dans un monde humain, fait de signification, de valeurs, qui n'est possible que par les relations des uns avec les autres, que cette vision, nous apercevions qu'en fait, elle ne concerne pas que les autres, elle nous concerne aussi. Nous sommes toujours plus relationnels que nous ne le pensons. Et donc, c'est un peu le sens de cette distinction que j'ai faite entre se reproduire et procréer et engendrer. Bien sûr, comme toutes les espèces vivantes, nous nous reproduisons, hein, mais justement, et il est tout à fait légitime que la science moderne décide de considérer l'individu justement comme un être vivant parmi d'autres, l'espèce comme une espèce vivante parmi d'autres, capable de se reproduire comme d'autres. C'est tout à fait légitime, à condition bien sûr d'avoir la conscience que c'est un certain regard porté sur une réalité qui forcément excède cette réduction, on va dire, au corps. Donc, chez les humains, on ne se contente jamais de se reproduire. Et même si nous avons des centres de médecine de la reproduction, on fait toujours plus dans ces centres que de la reproduction. Et avec Israël, nous savons, et grâce à vous, ça se débat ici depuis des années, justement qu'il est très important que biologistes, médecins, patients, chercheurs, lycéens discutent ensemble de ce qui se passe dans la reproduction, mais aussi au-delà de la reproduction. Parce que cet au-delà, c'est quoi? C'est le fait que, d'une part, chez les humains, la reproduction ne suffit jamais. Hein. Je rappelle très souvent que, contrairement au manchot, qui est magnifiquement filmé dans la marche de l'empereur, le mâle humain ne reconnaît pas spontanément ses petits. Hein. Et donc le manchot, vous vous souvenez, qui reconnaît son œuf dans une foule immense de manchots qui en plus ont l'air d'être tous les mêmes, pour nous, mais pas pour eux. Et donc l'évolution fait que justement il n'y a pas cet instinct, disons, et par ailleurs, au-delà de ça, cette évolution fait aussi que de la fabrication d'un petit être à ce qui va lui permettre de vivre, c'est-à-dire non seulement de survivre en ayant des soins, de l'éducation, mais de vivre à la manière des humains, c'est-à-dire d'être humanisé, d'entrer dans notre monde, eh bien pour cela, il ne suffit pas de se reproduire, il faut se projeter vers ce que cette reproduction va créer comme lien, et en particulier comme lien de parenté, de filiation. Et donc tout cela se joue dans les centres d'aide médicale à la reproduction, et donc il est important d'en avoir conscience. À partir de là, je voudrais soulever un problème qui est le suivant. Quand la procréation médicalement assistée moderne a commencé à se développer dans les années 70, on a implicitement
fait fond sur une certaine représentation de la façon dont on s'engendre chez les humains. J'emploie le terme « engendrer » justement pour indiquer qu'on ne fait pas que se reproduire, on engendre, c'est-à-dire qu'on fait des petits avec la perspective de les humaniser, de les élever et de désigner en général ceux qui les font comme leurs futurs parents, mais pas toujours. Donc ce terme d'engendrement, il me permet de dire que les centres de procréation médicalement assistée n'ont pas fait que de la reproduction, ils ont organisé aussi de fait des relations avec le petit dont ils allaient permettre la naissance, avec des humains particuliers, et ils ont fait fond sur un certain modèle d'engendrement. Ce modèle, en fait, il est assez compliqué, j'ai peu de temps, donc j'en dirai juste un mot. Ce modèle, il est héritier d'une longue histoire, et c'est ce que j'appelle un modèle matrimonial de la filiation, c'est-à-dire et de l'engendrement. Ça veut dire que ça n'est pas un modèle biologique ou biologisant ou naturel. C'est un modèle qui dit, en fait, que c'est par le mariage que l'on va identifier le père. Le père est celui que les noces désignent. Et vous savez qu'en dehors du mariage, pendant très longtemps, il y avait une interdiction de recherche en paternité, donc ce n'est pas un modèle biologique. La mère est celle qui accouche, le père est celui que les noces désignent. En dehors du mariage, pas de véritable filiation. Et donc, bien qu'il se soit élargi aux familles non mariées, ce modèle matrimonial a continué à organiser notre modèle bioéthique français, avec l'idée, au fond, que, grosso modo, la reproduction et l'engendrement pouvaient se recouvrir l'un l'autre. Au bout du compte, on avait bien un père, une mère, des enfants. Ça paraissait être dans l'ordre de la nature, même si on était déjà, en fait, dans l'ordre de l'engendrement et de l'institution et du symbolique. Alors, quel est le problème de ce modèle? Ce problème, il apparaît particulièrement quand on prend en compte une partie seulement de l'activité de procréation médicalement assistée, qui est la procréation assistée avec un don. Parce que c'est sur celle-là, qui est 5%, je le rappelle, à peu près, des naissances issues de la procréation médicalement assistée, c'est sur celle-là que se concentrent aujourd'hui beaucoup de dilemmes éthiques. Et donc la question est en effet, Monsieur le maire, de savoir si nous allons arriver à raconter la bonne histoire de la façon dont nous avons organisé les choses, si nous allons nous accorder sur une histoire de la façon dont nous avons agi jusqu'à présent. Donc, en cas de procréation médicalement avec don, on est dans une difficulté parce que justement, c'est un cas où la reproduction et l'engendrement sont distingués. Il y a un couple où l'un procrée et l'autre pas, qui a recours à l'aide d'une tierce personne, au départ un donneur de sperme, depuis ça peut être une donneuse d'ovocytes, des donneurs d'embryons, même si c'est particulier pour l'embryon, et dans les pays qui l'autorisent, des donneuses de gestation. Donc une personne va donner de sa capacité procréatrice pour permettre à d'autres de devenir des parents. Alors quand j'essaye, comme sociologue, de décrire ce qui se passe, et de façon relationnelle, je dis pour que cet enfant vienne au monde, la médecine et le droit organisent la coopération de au moins, disons, 3 personnes. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une disjonction, puisque la reproduction va concerner, par exemple, dans le cadre d'une stérilité du mari, la femme et le donneur de sperme, alors qu'évidemment, ce donneur de sperme n'a aucune intention de se projeter vers une paternité. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on lui assure qu'il ne le sera jamais qu'il fait ce don. Et donc, il n'est pas dans une logique d'engendrement. Bien au contraire, il donne de sa capacité procréatrice pour permettre à ce couple d'engendrer ensemble un enfant, bien qu'ils ne puissent pas se reproduire ensemble. Alors, faisant cela, la médecine a apporté une réponse assez extraordinaire, on va dire, à la détresse des couples en mal d'enfants. Et au départ, c'est vrai qu'elle l'a pensé simplement comme une réponse au problème des couples hétérosexuels qui avaient une infertilité pathologique. Mais remarquons bien qu'elle a ouvert un possible, tout à fait inédit, cet engendrement à 3
un couple où l'un procrée et l'autre pas engendre un enfant, et donc un homme stérile ne peut pas procréer. Mais dans ce modèle, il peut engendrer un enfant. Donc ce n'est pas un enfant qu'il va adopter, hein, c'est un enfant qu'il va engendrer, au sens où si cet enfant vient au monde, c'est parce que cet homme-là, stérile, qui ne procrée pas, qui ne se reproduit pas, a donné son accord pour en être le père et a déclenché par cela même le processus de la mise au monde de l'enfant. Alors, le problème, évidemment, c'est que en faisant cela, les médecins, les juristes, les citoyens français en général, héritiers de ce modèle matrimonial de filiation, ont été un peu en difficulté. Comment est-ce qu'on fait entrer cet engendrement avec un tiers donneur, ce don d'engendrement, comment on le fait entrer dans le modèle? Alors la réponse, vous le savez, ça a été au départ, eh bien, qu'il suffisait en quelque sorte de faire comme si on n'avait pas touché au modèle. Hein? On fait comme ni vu ni connu, on fait des dons, on a des donneurs, et après on dit mais il n'y a pas eu de don, il n'y a pas eu de donneur, vous voyez, on donne toutes les garanties aux futurs parents que ça sera comme s'ils avaient procréé, comme s'ils s'étaient reproduits tous les deux. Alors, l'ensemble des pays est allé assez loin dans cette dynamique. Pendant longtemps, tout le monde était d'accord. On disait, au fond, oui, on a recours à une tierce personne, mais après tout, dans le passé, les femmes, elles avaient bien des amants. Hein, le facteur servait à ça. Maintenant, c'est plus le facteur. C'est l'homme, c'est plus non plus l'homme caché derrière la porte du cabinet du gynécologue, comme dans le début des années du XXe siècle. C'est un donneur de gamètes. Les gamètes peuvent être anonymisés. La congélation permet de distinguer le don, son usage. On a quelque chose de nouveau, c'est les gamètes congelées à disposition. Donc, tout le monde, au départ, était d'accord sur ce modèle. Et puis, il y a commencé à y avoir des questionnements. Est-ce qu'on peut vraiment mettre la médecine, mettre le droit au service d'une machination qui, certes, quand on est dans des secrets d'alcôve, ça regarde les individus, hein, mais là, c'est l'État, c'est la société tout entière. Est-ce qu'elle peut véritablement regarder en face les enfants en disant « on va faire un modèle mensonger hein, dans lequel on vous fera croire que vous êtes né d'un père stérile ». D'ailleurs, on donnera au donneur le même groupe sanguin que le père stérile pour bien le faire passer, ce père stérile, pour votre géniteur. Vous voyez, c'est pas seulement du non-dit, on va vers le mensonge. On utilisera une filiation qui était faite pour signaler un lien charnel alors qu'il n'y en a pas, etc. Donc, questionnement, évolution des professionnels, on en a beaucoup parlé au cours des années ici dans ce forum bioéthique, et retour critique vers l'idée, non, il faut sortir de cette situation. Alors là arrive la particularité du modèle bioéthique français élaboré en 1994. À la différence d'autres pays qui sont allés progressivement vers finalement une façon d'assumer l'engendrement avec tiers donneur dans sa particularité, la réaction française a été de dire, au fond, il y a une façon d'interpréter ce don qui ne mettrait pas en question le modèle. Alors ça n'a pas été pensé comme ça, c'est a posteriori qu'on le voit comme ça. Il n'y avait aucun machiavélisme. Mais il y a eu l'idée, au fond, que si on considérait qu'il n'y avait jamais eu que du transfert de matériaux biologiques, après tout, on serait dans un cas de figure assez classique. Et on peut retrouver, je l'ai fait dans mes travaux, dans le discours de médecins très connus, très impliqués, une certaine façon de se représenter les choses, où on dit, au fond, ce père stérile, c'est le procréateur, on va dire c'est lui le vrai procréateur. Et puis le donneur, lui, ça n'est jamais que quelqu'un qui a fourni finalement un élément du corps humain. Alors c'était pas du sang, mais c'était des gamètes. Et ces gamètes, après tout, vous savez, il y a une loterie des gamètes. Les gamètes, c'est assez interchangeable. On ne sait jamais à la loterie génétique ce qui va se passer. Et donc, ces gamètes, on pourrait tout à fait les dépersonnaliser. Hein. Donc, dépersonnalisation des gamètes,
transformation du donneur en un fournisseur de matériaux pour laboratoire, description des gamètes, et je cite quelqu'un, comme un matériau interchangeable de reproduction, et à la fin, donc, un couple qui a été en quelque sorte traité, qui a reçu une sorte de traitement. Et donc, on est finalement revenu au modèle. Ce couple a à la fois procréé, dit-on, et engendré l'enfant. Alors, toute la question là-dedans, et c'est les points que je veux souligner en conclusion, c'est que, justement, nous sommes arrivés au moment où nous apercevons qu'il y a dans cette façon dont a été prolongé ce modèle traditionnel matrimonial, un père, une mère, des enfants, si on veut, même dans les cas où il y avait plus de 2 personnes pour faire un enfant, nous commençons à apercevoir que cette façon de procéder porte en elle une certaine forme de déshumanisation. Alors la déshumanisation, elle a été soulevée d'abord, et c'est très important, par les personnes nées de dons. Et vous les avez souvent entendues ici s'exprimer. C'est bien qu'on leur ait donné la parole. Elles n'ont pas toujours été considérées. À la dernière rénovation des lois de bioéthique, elles ont même quelquefois été traitées avec mépris, avec brutalité, alors qu'on pourrait se dire que quand une génération fait naître des enfants de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques sociales, c'est d'abord quand ces personnes s'expriment qu'on doit les écouter. Enfin, en tout cas, même si aujourd'hui l'immense majorité des enfants nés de dons ne le sait pas, ce qui est quand même un problème, il ne faut pas, comment dire, en accuser, comme je l'ai lu récemment dans une tribune, les parents, parce que les parents font ce que les institutions leur permettent de faire. On leur dit, dites à l'enfant comment il a été conçu. Oui, mais ils sont tout à fait seuls, avec des institutions qui ne les accompagnent pas, un droit qui ne les accompagne pas. Donc, moi, je pense que j'ai de la compassion, je dirais, pour les parents qui ont été embarqués là-dedans et qui maintenant, après 20 ans, se disent « Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» Bon, qui ne veulent pas bouleverser l'enfant. Donc, loin de mettre en accusation les parents, ce que les personnes nées de dons qui le savent, qui sont une minorité, nous disent, c'est qu'il faut être capable de se remettre en cause. Il y a eu dans cette façon de considérer que nous serions nés, disent-ils, de nos parents, qui sont nos parents, il n'y a aucune discussion là-dessus, mais d'un matériau interchangeable de reproduction, quelque chose qui déshumanise notre naissance. C'est la critique la plus forte qu'on puisse faire du modèle bioéthique français que d'être un modèle de déshumanisation de la naissance de certains enfants, au sens, non pas qu'ils ne soient pas considérés comme ces humains, bien sûr qu'ils le sont, mais au sens où ils sont sortis de ce que Montaigne appelait l'humaine condition, au sens où ils sont les seules personnes qui, par notre décision, sont privés à jamais, de la possibilité de répondre à la question « à qui dois-je d'être né ?» Alors, ils le savent à moitié, mais ils le savent pas sur une de leurs branches. Et quand ils sont d'ailleurs nés d'un don d'embryon, ils savent à qui ils doivent d'être nés d'aucune façon. Donc, à qui dois-je d'être né? C'est très important. Et je cite souvent, je crois l'avoir déjà fait à cette table, un débat qui m'a beaucoup frappé, un affrontement qui m'a beaucoup frappé entre Arthur Karl Malvesen, dont on a parlé beaucoup récemment, puisqu'il a retrouvé, vous le savez, son donneur de façon tout à fait incroyable, mais bon, voilà, c'est des histoires, les histoires disent quelque chose. Il a retrouvé son donneur par un test ADN, mais justement, c'est pas l'ADN qui intéressait Arthur Karl Malvesen. Et je me souviens très bien, je me souviendrai toute ma vie, je crois, de cette discussion lors d'un débat bioéthique que nous avions co-organisé à Marseille, justement, entre un professeur qui lui disait « Mais enfin, pourquoi est-ce que vous vous intéressez tellement à votre donneur? Ça vous intéresse tellement la génétique? Vous êtes passionné de génétique? Vous voulez votre ADN? Je peux vous donner votre séquence d'ADN ?» Et Arthur de dire « Mais vous n'avez rien compris. Mais je me fiche de mon ADN. » Donc, enfin, il s'en fiche, il a été bien content de l'avoir quand même pour autrui. Je me fiche de votre ADN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser que derrière ce matériau interchangeable de reproduction, il y a eu une personne. Je suis né comme tous les autres humains d'une personne, et une personne, c'est la possibilité d'un nom, c'est la possibilité d'un visage. Et donc, là, vraiment, l'accusation était très forte, et il faut l'entendre. Donc, je crois que à partir de cette question posée par une partie des personnes nées de dons, qui ne veulent pas du tout dire
qu'elles ont besoin psychologiquement de connaître leur donneur, mais qui veulent dire que par le simple fait que cette personne soit là, soit connue, puisqu'elle est très bien connue des médecins, son nom est connu, son histoire médicale est connue, simplement ils sont enfermés dans une armoire forte qui est à disposition uniquement des médecins et pas de la personne elle-même. Donc, par cela, on a créé non seulement un dommage psychologique, bien sûr, mais une injustice, on va dire, ontologique. Voilà. Et là, donc, je crois qu'il y a la nécessité de s'interroger. On ne sait pas encore, finalement, si ces questions autour de l'accès aux origines, le sens de l'accès aux origines, la levée de l'anonymat, seront au programme de la rénovation des lois de bioéthique, mais beaucoup de choses ont à voir avec cela. Et il y a un certain lien entre cette contestation du modèle pseudo-procréatif bioéthique français, de la part des personnes nées de dons, et une certaine difficulté que ce modèle a d'accueillir en son sein la possibilité d'une procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Parce que justement, ces couples de femmes ne peuvent pas et ne sont jamais tentés de maquiller l'histoire de la conception de l'enfant. On les a accusés, je me souviens très bien de manifestations où on a dit « elles veulent mentir aux enfants ». Bon, on n'a jamais rencontré un couple de lesbiennes qui raconte à l'enfant que l'enfant serait né de son lit, etc. Les mensonges existent, mais ils sont justement plutôt le fait de couples hétérosexuels et même emprisonnés, on va dire, dans nos institutions. Les couples de femmes, au contraire, disent toujours à l'enfant la vérité sur son mode de conception. On n'en connaît aucun autre, 100%. Elles disent à l'enfant, un gentil monsieur a donné sa petite graine pour que tu puisses venir au monde. Alors j'étais étonnée d'ailleurs dans une tribune récente du professeur Wolf de lire il faut dire aux enfants, le médecin a donné la petite graine. Non, non, c'est pas le médecin qui donne la petite graine. Donc là, il y a un petit peu un effet justement d'une certaine hubris médicale, où comme quoi on créerait de la vie en laboratoire ex nihilo. Non, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui est créateur. Nous nous contentons de transmettre la vie, et donc la vie leur a été transmise par justement des donneurs. Alors les lesbiennes, elles nous obligent à poser la question qui n'est pas que leur question, qui est la question générale. Est-ce que nous qui organisons depuis un demi-siècle des engendrements avec tiers donneur, est-ce que nous pouvons assumer qu'il est possible à un couple qui ne peut pas procréer ensemble d'engendrer ensemble? Au fond, c'est la question qui est celle des couples hétérosexuels depuis 50 ans. Ils peuvent engendrer ensemble, ils n'ont pas besoin pour cela de faire croire qu'ils procréent ensemble. Voilà. Et les couples de femmes se mettent face à nous et disent « nous ne pouvons pas procréer ensemble, mais nous pouvons engendrer ensemble ». Et nous ne confondons pas les deux. Et engendrer ensemble, cela veut dire que justement, dans notre projet, il y a une alliance solidaire, inséparable, entre celle qui va procréer et celle qui ne va pas procréer. Et que c'est ça la particularité qui vous trouble, mais au fond c'est un trouble qui existe, qui n'est pas si étonnant que ça, puisque nous le pratiquons depuis si longtemps. Voilà donc pourquoi je crois important d'entendre la façon dont ce modèle bioéthique dans l'ensemble est interrogé aujourd'hui, et interrogé par les patients, les patientes, les enfants des patientes. Il y a trop longtemps eu une tendance au paternalisme dans l'assistance médicale à la procréation. Et je le dis face à Israël parce que je crois qu'on est vraiment main dans la main pour lutter contre ce paternalisme, médecins et sociologues et patients. C'est un grand progrès de la médecine que d'avoir combattu son propre paternalisme. On l'a vu avec le respect des patients du sida, du cancer. De plus en plus, les médecins ne considèrent pas que c'est à eux de savoir ce qui est bien pour tout le monde. Et l'enjeu de ces forums, c'est justement cet échange à égalité, on va dire, entre les médecins et les patients. La contestation aujourd'hui sur ce modèle vient beaucoup des patients. Il est important que ceux qui sont en responsabilité dans les sécos, dans les centres de PMA,
dans les autorités de la médecine, à l'Académie de médecine, etc., entendent cette voix, parce qu'elle est très bien portée par la France tout entière, qui souvent comprend parfaitement ce qui se passe, mais n'a pas la voix pour l'exprimer. Merci. Un grand merci, Irène, pour cette conférence inaugurale remarquable. Jean-François Mattei a été le premier président de notre conseil scientifique. Il a cru au forum dès sa première heure. Il lui a donné ses lettres de noblesse en aidant et en conseillant. Et je crois qu'il n'a jamais manqué un seul épisode du Forum européen de bioéthique, alors qu'il avait une charge considérable. Jean-François Mattei est un homme de conviction. Il est ancien ministre de la Santé et je n'ai pas honte de dire que ça a été sûrement parmi les derniers ministres le meilleur ministre de la Santé, parce que lui au moins il savait de quoi il parlait, mais moi j'ai le droit de le dire. Et donc Jean-François, nous te faisons l'honneur de donner ta conférence inaugurale. Bien, cher Israël, merci de la fidélité de tes invitations qui commandent la fidélité de ma participation, évidemment. Je salue Roland Ries, qui m'a également accompagné dans d'autres initiatives humanitaires, celle-là. Mesdames et messieurs, le directeur général, le président de l'université et vous tous, j'ai l'impression de vous retrouver année après année. Je voudrais ce soir partager avec vous le fait que nous vivons décidément une période étrange, probablement même cruciale à bien des égards. Après les 30 Glorieuses, malgré les progrès de la médecine et une vie incomparable par rapport aux générations précédentes, on ne peut pas dire que le bonheur personnel était vraiment au rendez-vous. Comme si la prolifération des biens matériels, des loisirs, une santé meilleure, une autonomie plus grande dans nos choix avait fait oublier l'essentiel de la vie en agitant de faux semblants. Comme si l'on pouvait penser que son propre bonheur constituait le but ultime d'une vie. L'accusation fréquente d'un individualisme, d'un hédonisme et d'un consumérisme émollient peut toujours être contesté dans un monde paradoxal où persistent de beaux et généreux engagements. J'en témoigne après 13 ans comme président et au service de la Croix-Rouge française. Pourtant, ces tendances dominantes démontrent qu'un bonheur stable est impossible avec de pareils choix. Car l'homme est d'abord un être social et donc tributaire des autres. Le bonheur n'est possible que s'il est partagé dans la durée. Or, notre société semble engagée dans une fuite en avant où le refus des limites est devenu la règle d'or, où la non-réalisation d'un désir semble inconcevable et où le sens de la vie est souvent écarté, la conscience morale réduite au silence. Alors, pour tenter de comprendre cette évolution, il est utile de se tourner vers le passé qui a fait émerger l'humanité de l'homme avec ses lumières et sa part d'ombre, tout en la mettant d'ailleurs régulièrement à l'épreuve, jusqu'à la tragédie de la Shoah. Après l'impossible question « Comment des hommes ont-ils pu faire cela à d'autres hommes ?», il faut s'efforcer de redécouvrir, voire de redéfinir la grandeur de tout homme investi d'une dignité sans égale, la grandeur de tout homme capable de mourir pour ses idées. Il est difficile de vivre pleinement avec l'absence d'idéal, l'absence de valeurs, ces valeurs qui nous dépassent.
La recherche de repères spirituels, pas nécessairement de l'ordre du religieux, correspond à un besoin vital et nous l'avons trop oublié par l'immanence du temps présent. Pourtant, le seul matérialisme démontre qu'il ne peut apporter toutes les réponses qu'attend l'homme, notamment à la question qui persiste, lancinante, où allons-nous? Qu'allons-nous faire de nous? Les raisons de s'interroger sur l'avenir de notre humanité dans un monde qui change très vite sont nombreuses. De notre environnement martyrisé à la numérisation galopante. Mais à mon sens, les questions posées par les avancées de la science, de la médecine et des technologies apparaissent comme un très fort révélateur de la démesure humaine qui pourrait menacer. Les promesses du transhumanisme, les objectifs poursuivis par le post-humanisme sont là pour l'attester. Comme toujours, s'agissant de sciences mêlées à la fiction, les perspectives ne vont pas sans susciter tout à la fois des sentiments contraires entre effroi et admiration, entre Hyde et Jekyll, entre la certitude du quotidien, l'inconnu du lendemain. En me lançant dans l'aventure de la génétique médicale naissante dès les années 1970, je n'imaginais pas un seul instant que la révolution scientifique survenue au milieu du siècle dernier viendrait à ce point bousculer les consciences. Et la mienne, comme les autres. Car au fond, derrière le principe d'humanité qui nous anime, les interrogations surgissent, inattendues. De fait, les nouvelles connaissances provoquent nombre de situations inédites qui nous prennent au dépourvu par leurs questions et mobilisent l'éthique. Par exemple, qu'est-ce que le corps? S'agit-il de notre personne ou d'un ensemble de mécanismes que l'on peut remplacer par des pièces détachées, vivantes ou façonnées? Le corps ne serait-il qu'une simple enveloppe dont on pourrait changer pour satisfaire notre désir du paraître? Et d'ailleurs, sommes-nous propriétaires de notre corps? Il y a bien d'autres questions encore, et les réponses ne sont pas évidentes. De grands principes, en 1994, ont été adoptés pour assurer le respect du corps, à commencer par son indisponibilité. Cela signifie que notre corps ne nous appartient pas vraiment, car il est porteur de cette dignité que nous partageons avec tous les humains, comme l'explique le philosophe Emmanuel Kant. Et porter atteinte à notre corps ou le soumettre à des traitements dégradants serait une atteinte à l'humanité tout entière dans sa dignité. D'ailleurs, si nous étions propriétaires de notre corps, nous pourrions en faire notre propre fonds de commerce, en le vendant en pièces détachées. Or, après l'indisponibilité, c'est le principe de non-patrimonialité qui est à la base de la gratuité, du don du sang, des gamètes, des organes, des tissus. C'est la raison pour laquelle les gènes humains ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet et qu'un utérus ne peut pas être loué. Le corps humain, tout ou partie ou produit, ne peut se vendre ni s'acheter. De même, le principe d'anonymat atteste du don désintéressé dans une situation particulière. Mais il y a une autre constatation que nous permettent les greffes d'organes. Une personne peut vivre avec un ou des organes d'un autre et pourtant rester la même. Le cœur qui battait dans la poitrine d'Emmanuel Vitria, Marseillais célèbre désormais, n'était pas le sien. Et pourtant, il était toujours lui-même, avec la même personnalité, gai, optimiste, enjoué. Cette observation et bien d'autres conduisent à penser peut-être que l'humanité de l'homme n'est probablement pas contenue dans sa seule matérialité. Ce qui suscite une deuxième question. La qualité d'une personne dépend-elle de la qualité de ses gènes?
Cette autre question conduit à conforter l'idée que je viens d'évoquer à propos de la matérialité, car qui peut vraiment imaginer qu'une personne porteuse d'un gène pathologique, par exemple celui de la myopathie ou de la chorée de Huntington, ou tout autre, n'aurait pas la même qualité humaine qu'une personne indemne de pathologie génétique? Stephen Hawking, Toulouse-Lautrec, Petrucciani et bien d'autres ont-ils ou avaient-ils une qualité humaine moindre? Et pourtant, tout le diagnostic prénatal est conçu pour dépister les gènes de mauvaise qualité et permettre l'éventuelle élimination de ceux qui en sont porteurs. Cette contradiction de la médecine a toujours été pour moi une source de questionnement auquel je n'ai jamais su ni pu répondre. Tiraillé entre mes convictions et la souffrance des couples, j'ai malgré tout tenté de les aider, persuadé qu'on a toujours assez de force pour supporter la souffrance des autres. Ce qui conduit à une autre question corollaire. Notre destin est-il tout entier inscrit dans nos gènes? Avec la description de l'ADN, des gènes, du code génétique, on a très vite promis aux généticiens qu'ils allaient découvrir les secrets de la vie. J'ai vécu toute cette période. Jean-Louis Mandel aussi d'ailleurs. Dans les années 80, les médias nous appelaient les sorciers de la vie. Or, cela fait 40 ans. Et nous comprenons chaque jour davantage que ces secrets nous échapperont encore longtemps. Certes, les progrès sont immenses et il faut continuer de s'acharner. Mais avec le séquençage du génome entier, et Dominique Stoppa-Lyonnet l'a dit cet après-midi, nous savons que notre vie n'est pas exclusivement programmée par nos gènes. Leur expression est souvent sous la dépendance d'autres facteurs, dont l'interaction des gènes entre eux et l'influence de l'environnement qu'on appelle l'épigénétique. La vérité qui s'impose est que l'homme ne dépend pas seulement de son génome. C'est bien son génome qui fait qu'un petit homme, lorsqu'il vient au monde, est hominisé et ne ressemble à rien d'autre. Mais l'histoire des enfants sauvages nous démontre que c'est le petit homme, s'il est abandonné très tôt, ne pourra jamais acquérir ni la marche, ni la parole, ni les gestes propres à l'homme. Il n'aura pas été humanisé, Irène Théry en a parlé, il n'aura pas été humanisé par l'affection des siens, de ses proches, son éducation et la culture qui l'entoure. L'homme est la seule espèce animale qui ne soit pas exclusivement héréditaire. Il n'est pas qu'un produit de la nature, il est aussi un être de culture. C'est bien cette constatation qui permet d'aborder cette autre question. Peut-on évaluer la vie humaine et y aurait-il des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues? Qui peut porter un jugement aussi péremptoire au vu d'une anomalie ou d'un handicap? Personne sans doute. Et pourtant la Cour de cassation l'a fait dans l'arrêt d'Hiard et Perruche en l'an 2000. D'après la Cour, Nicolas Perruche, atteint d'une rubéole congénitale grave, n'aurait jamais dû naître. Sa naissance constitue un préjudice car sa vie ne valait pas la peine d'être vécue. Évaluer les vies humaines, c'est bien cette tentation qui, depuis Sparte et l'Antiquité, conduit à la sélection et même à l'eugénisme dans le but d'améliorer la qualité de l'espèce humaine. On trouve cette conception eugénique pour une cité idéale dans le livre 5 de la République de Platon, à propos de la caste des gardiens. Il faut, selon nos principes, écrit Platon, rendre les rapports très fréquents entre les hommes et les femmes d'élite et très rares, au contraire, entre les sujets inférieurs de l'un et l'autre sexe. Fin de citation. C'est dire que l'eugénisme est profondément ancré dans le cœur de l'homme depuis toujours, et cette question se fait plus forte, plus insistante avec les avancées de la génétique.
On ne peut échapper non plus à l'interrogation de savoir si la vie est un dû ou un don, et si l'enfant demeure un sujet de droit ou s'il devient un objet auquel on aurait droit. Je dis objet, car on ne peut jamais prétendre avoir droit à quelqu'un, mais seulement à une chose. C'est le fond de la question qui est posée par l'extension de la procréation médicalement assistée à des indications non plus médicales, mais sociétales. Dans cette hypothèse, il ne s'agirait plus de pallier l'infertilité pathologique des couples, mais de permettre à toute femme, seule ou en couple avec une autre femme, d'avoir un ou plusieurs enfants. Je dois dire que je suis surpris par la façon d'aborder le sujet à partir du seul désir de ces femmes. Ce désir est éminemment respectable, mais à mon sens, ce n'est pas la bonne approche. Évidemment que ces femmes peuvent désirer et aimer un enfant comme les autres. Évidemment qu'elles peuvent élever un enfant comme les autres, et elles peuvent d'ailleurs être candidates à l'adoption. Mais en revanche, personne ne s'exprime jamais au nom des enfants, qui demeurent les grands absents du débat, alors qu'ils devraient en être le centre, puisque de fait il s'agit de leur donner la vie. Or, personne n'évoque jamais l'évolution de la personnalité et la psychologie de ces enfants, nés sans père, ni père social, ni père biologique, ni même père symbolique dans une histoire familiale. Il est évidemment difficile de répondre formellement à cette question, et je ne le ferai pas, car le recul est insuffisant, trop peu d'études fiables existent sur le sujet, et elles sont d'ailleurs parfois contradictoires. Quelques-unes émettent des doutes, mais sont insuffisamment étayées. En revanche, d'expérience, nous savons que nombre d'enfants nés dans des couples infertiles après insémination avec sperme de donneurs anonymes s'engagent, dès qu'ils le peuvent, dans une recherche parfois obsessionnelle de leur père biologique. J'en ai rencontré en préparant les lois dites de bioéthique de 1994, de 2004. Et ici, je pourrais simplement ouvrir une parenthèse rapide pour dire que quand on a légiféré en 1994, l'insémination artificielle avec sperme de donneur se pratiquait déjà depuis presque 20 ans. D'où l'interrogation de savoir quand il faut légiférer. Pas trop tôt, au risque d'avoir dépassé ce qui était envisagé, mais pas trop tard non plus, sinon on est devant un fait accompli. En 1994, il y avait des dizaines de milliers d'embryons congelés et des dizaines de milliers de spermatozoïdes congelés. Il fallait tenir compte de cela. Eh bien, si je les ai rencontrés, je peux dire vraiment que cette question douloureuse les taraude durablement. Et il en va de même pour les enfants nés sous X, de mères anonymes, bien que confiés très tôt à des parents adoptifs, bien qu'ils les aiment et ne souhaitent absolument pas s'en détacher, ils recherchent à toute force leur mère biologique. Il y a donc suffisamment d'inconnus sur l'importance des racines biologiques pour demeurer très réservés à la fois sur le maintien de l'anonymat et d'autre part sur des indications sociétales au regard de l'avenir de l'enfant dans une société où le modèle prépondérant reste et restera celui d'une reproduction sexuée hommes et femmes. Je sais bien en tant que médecin que la loi naturelle est souvent contredite, mais jusqu'où ne pas aller trop loin? Je n'ignore pas les sondages d'opinion, mais pour une fois je rejoins Bourdieu, le sociologue, quand à partir de 3 postulats d'évidence, il affirme que l'opinion publique telle qu'appréciée par les sondages n'existe pas. Il insiste en particulier sur le fait que la réponse est souvent induite par la façon de poser la question. Par exemple, êtes-vous favorable à ce que les femmes seules ou en couple de femmes puissent bénéficier de la technique de procréation assistée pour avoir un enfant comme les autres? Que la réponse spontanée à cette question ainsi formulée soit plutôt oui n'est pas surprenant,
car elle exprime la compassion, le souci d'égalité, de justice, le droit au bonheur. Posez maintenant la question ainsi: êtes-vous favorable à la conception d'enfants sans père et qui n'auront jamais de père? En somme, la conception d'un enfant avec personne au sens de personnifié. La réponse devient alors plutôt non. On argumente chaque jour davantage entre filiation biologique, filiation d'intention, prenant à mon sens des risques pour un avenir incertain, et il me semble que l'on a invoqué le principe de précaution pour bien moins que cela. Je n'ai pas le temps de discuter l'éventuelle révolution sociétale qui résulterait du changement de notre système de filiation, mais franchement, la philosophie dominante de l'épanouissement personnel marque une victoire de l'individualisme qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de notre humanité. Comme si l'on aboutissait à la fin d'un processus de déconstruction de notre humanité, engagé d'ailleurs après le drame de la Seconde Guerre mondiale par des mouvements philosophiques apparus dans les années 50, dont certains ont été appelés des constructeurs. Alors je ne peux malheureusement pas m'y attarder, car nombre d'autres questions apparaissent encore, parmi lesquelles celles posées par le transhumanisme et le post-humanisme. Ces mouvements de pensée, qui regroupent certains scientifiques, certains philosophes, poursuivent principalement trois objectifs. 1. L'amélioration des capacités et performances humaines. 2. La prolongation de la vie jusqu'à l'immortalité, avec, pour finir, le transfert de notre cerveau sur des supports numériques et l'abandon de notre corps devenu inutile. 3. Le contrôle de l'évolution de l'homme qui ne saurait être considéré comme un produit fini. Depuis l'algue bleue jusqu'à ce jour, le chemin n'est probablement pas terminé. Or, de tels objectifs sont-ils compatibles avec les êtres humains que nous sommes? Je ne le pense pas. Et j'ai 6 objections à formuler. D'abord, le transhumanisme considère l'homme comme le produit de ses seuls gènes, ramenant la sociologie à la seule biologie. Or, on l'a vu, malgré son importance, le gène ne fait pas tout, la culture joue un rôle essentiel dans l'accomplissement de l'homme, et pourtant, la culture est ignorée complètement par le transhumanisme. Voilà un premier argument qui, à lui seul, pourrait convaincre que le transhumanisme n'est pas humain. Deuxième objection, il faut s'intéresser au coût des technologies nécessaires à l'augmentation des capacités humaines. La solidarité nationale ne pouvant prendre en charge ce type d'indications qui ne correspondent pas à des besoins médicaux avérés, seuls les riches pourraient se payer ces améliorations. Le résultat aurait pour effet inéluctable de créer de nouvelles classes sociales, fonction de la capacité financière des uns et des autres, une caste de nantis post-humains à la puissance toujours croissante côtoierait de nouveaux intouchables humains d'un autre âge, soumis aux maladies, au vieillissement et enfermés dans leur déterminisme. Que deviendrait-il quand on pose la question à mort avec, post-humaniste s'il en est, il répond sans sourciller: quelle importance, les tyrannosaures ont bien disparu. À l'évidence, le post-humanisme renforce les inégalités, ce qui le rend non seulement irréaliste, mais surtout inhumain. En troisième lieu, il faut s'interroger sur le refus du transhumanisme d'accepter la moindre fragilité chez l'homme, selon une conception aussi élitiste que narcissique. N'est-ce pas pourtant la fragilité qui éveille le besoin de se tourner vers l'autre, soit pour demander de l'aide, soit pour lui en apporter? La vulnérabilité de tel ou tel, à un moment de sa vie, semble nécessaire pour le maintien de la cohésion sociale et du lien social. Inversement, être fort et n'avoir besoin de personne conduit à se passer des autres dans un splendide isolement. La négation du lien social par le post-humanisme n'est pas compatible avec la réalité des hommes. Un autre débat concerne la quête de l'immortalité, qui constitue le Graal des post-humanistes.
Or, cet idéal ne va pas de soi pour une société qui se veut pleinement humaine. Pour une raison triviale d'encombrement planétaire, l'immortalité interdirait toute procréation. Plus d'enfants, plus de nouveaux visages à découvrir, ni de diversité pour se réjouir, pas de renouvellement, mais seulement l'uniformité au fil d'un temps immobile. Autrement dit, quel pourrait être le sens de cette immortelle vie doublée d'un éternel ennui dans une permanente monotonie? Une vie, certes sans mort, mais aussi sans idéal, centrée sur soi, dans l'ignorance de l'autre, privée du besoin d'espérance, remplacée par un simple instinct de conservation. D'évidence, la fin de la mort ne répond pas aux aspirations humaines, à l'émotion qui anime et à la nécessaire attente du lendemain, car n'est-ce pas la mort qui contribue à donner son sens à la vie? Cinquième objection, pour faire bonne mesure, il conviendrait de migrer de notre enveloppe biologique vers un monde totalement digital où notre cerveau serait téléchargé afin de se débarrasser de son corps. Finalement, le post-humain renoncerait au pouvoir de son corps, celui de plaire, de séduire, de désirer, d'aimer, accréditant l'idée que les transhumanistes sont habités par une haine de soi, détestent la chair et l'idée même d'avoir des enfants. Je ne suis pas certain que l'homme soit prêt à renoncer à ce corps, qu'il traîne parfois avec difficulté, souffrance, mais qui lui occasionne aussi tant de joie, tant de plaisir. L'abandon de son corps par l'homme n'est tout simplement pas compatible avec l'idée d'humanité, car l'esprit et le corps sont consubstantiels. Enfin, sixième objection, pour parvenir à ce paradis post-humaniste, il faudrait s'en remettre aveuglément aux sciences et aux technologies qui prendraient le contrôle de l'évolution de l'homme en le soumettant à une expérimentation permanente au détriment de sa liberté. En somme, avec le post-humanisme, il s'agirait d'imaginer une mythologie moderne, offrant un monde impensé appartenant au virtuel, une sorte de mythologie qui raconterait l'évolution parfaite de l'homme numérique devenu éternel et solitaire, prisonnier de ses réussites scientifiques. Toutes les questions que je viens d'évoquer et beaucoup d'autres se sont régulièrement rajoutées au fil du jour, prenant d'assaut nos consciences. D'autant que les solutions ne sont pas évidentes et que toutes ces interrogations sont accompagnées par le doute. Au demeurant, le doute est la source vive des questions éthiques. Il est, de mon point de vue, le meilleur aiguillon des consciences. En somme, la question qui se pose avec une acuité grandissante est bien de savoir si, modifiant les contours de notre humanité, nous pourrions néanmoins continuer d'être humains. Par exemple, je ne cesse de m'interroger sur le statut qu'il faut accorder aux sciences et aux technologies, sur la difficulté de s'affranchir d'une pensée scientifique quand le but ultime est de grandir l'humanité de l'homme et non de la dénaturer. Pour tenter d'avancer, je voudrais me pencher avec vous sur l'histoire des relations fluctuantes entre le pouvoir des politiques, le savoir des scientifiques et le vouloir des citoyens, mais aussi sur le besoin d'une pensée agissante, sur la différence qu'il convient de faire entre la connaissance et son usage, et également sur la foi que l'on peut avoir en l'homme. Et ce sera le contenu de ma deuxième partie. Jusqu'à récemment, le futur se décidait dans un jeu subtil, variant selon les époques entre le pouvoir et le savoir. Autrement dit, entre le politique et le savant. Tantôt le pouvoir, parce qu'il était puissant, sûr de lui, porteur d'une idéologie forte, s'imposait au savoir. L'affaire de Galilée illustre bien la domination absolue du pouvoir religieux à l'époque, qui s'impose malgré l'évidence de la démonstration scientifique. Tantôt, le pouvoir politique a utilisé le savoir comme alibi pour justifier ses entreprises.
C'est lui qui utilise les données d'une prétendue psychiatrie pour justifier l'enfermement de ceux qui s'écartent des normes d'un comportement défini politiquement. De même, c'est le pouvoir qui fonde son action sur les données de la prétendue génétique pour justifier ses choix en faveur d'une humanité meilleure, que ce soit avec le généticien soviétique Lysenko en 1930 ou les médecins nazis de sinistre mémoire. Sans qu'il soit utile d'insister davantage, il est clair que le savoir a souvent servi d'alibi au pouvoir qui l'utilise et le contrôle. Mais dans d'autres périodes, dont la nôtre, c'est l'inverse qui apparaît le plus souvent. Le savoir s'impose face à un pouvoir en panne de convictions fortes. En s'imposant, le savoir devient le paravent du pouvoir. Les discours ne font plus référence aux philosophes, mais argumentent qu'il est scientifiquement prouvé, qu'il est statistiquement démontré. Les experts deviennent les maîtres à penser, au point qu'on a même pu parler de la République des experts. Mais paradoxalement, cette situation a révélé un élément nouveau. Je veux parler de la disparition du dogme de l'infaillibilité des scientifiques, car mis sur le devant de la scène, les savants ont dévoilé leurs contradictions, leurs erreurs. Depuis plus de 40 ans, les querelles d'experts, les désaccords entre scientifiques sur le nucléaire, sur la gestion des déchets, sur le climat, presque sur tous les grands sujets politiques, soulignent que le système est grippé. Et dès lors, comment s'étonner d'une crise profonde de confiance? D'où l'émergence du vouloir citoyen, sorte de troisième voie qui veut se faire entendre comme interlocuteur aux côtés du pouvoir et du savoir. Le vouloir, c'est-à-dire l'opinion publique, qui voit sa confiance ébranlée par les crises graves, sang contaminé, hormones de croissance, maladie de Creutzfeldt-Jacob, prions et encéphalopathie de la vache folle, amiante, molécules médicamenteuses dangereuses et d'autres. Sans porter de jugement sur la nature et les fondements de ces crises de santé publique, elles conduisent dans tous les cas à une crise globale de la démocratie. Le citoyen beaucoup mieux informé, ou croyant l'être, ce qui est pire, revendique sa participation au débat. Cela se traduit par l'interpellation du politique et par une défiance vis-à-vis du progrès. L'opinion n'accepte plus qu'on lui impose des choix auxquels elle n'adhère pas. Et peu à peu, la démocratie représentative est contestée par la démocratie d'opinion ou participative. Il est évidemment naturel de tenir compte de ce vouloir des citoyens. Mais il ne faut pas méconnaître pour autant qu'à l'instar des politiques et des scientifiques, l'opinion publique ne possède pas plus que les autres la vérité révélée, et qu'elle est même divisée au point d'en arriver à de véritables affrontements entre des minorités agissantes ayant des convictions opposées. Les exemples sont nombreux et j'en ai vécu directement comme parlementaire et ministre sur des sujets aussi variés que la fin de la vie, les relais de téléphonie mobile, les organismes génétiquement modifiés et déjà les vaccinations. Je ne crois pas qu'un équilibre puisse être jamais trouvé, tant les tensions sont vives, car les éléments qui forgent le socle de l'opinion varient fortement selon les références politiques, culturelles et les croyances au sein d'un même pays et davantage encore d'un pays à l'autre. En leur temps, les Descartes, Voltaire, Diderot, Rousseau, les Lumières en général ont fait rêver le monde. La France était le laboratoire du progrès et la pensée française avait valeur universelle. Force est de constater aujourd'hui que les intellectuels ne nous aident pas à répondre aux questions qui s'imposent, et notamment celle-ci, jusqu'où le progrès des sciences est-il bénéfique? Peut-être faut-il voir dans l'individualisme ambiant une des raisons de cette évolution occidentale, davantage tournée vers ces divergences internes. Raymond Aron estimait que nos sociétés ressemblent à la vision de Tocqueville. Je cite Tocqueville. « Je vois une foule innombrable de gens semblables et égaux qui tournent en repos sur eux-mêmes
pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme un étranger à la destinée de tous les autres. Il est à côté de ses concitoyens, mais il ne les voit pas. Il les touche, mais ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. » Fin de citation. On croirait lire la description de la société post-humaniste centrée sur le bien-être de chacun, indifférent à tous les autres. Or, une civilisation peut-elle prospérer sans les valeurs, sans les croyances partagées par le plus grand nombre? C'est bien parce que les personnes ne supportent pas le désert moral dont elles souffrent dans la société actuelle qu'elles sont attentives aux promesses d'un monde meilleur porté par le transhumanisme et le posthumanisme, dont j'ai dit qu'ils étaient une mythologie moderne permettant de rêver, mais à tort d'ailleurs, car l'homme est un être spirituel, croyant ou non. Il redoute que les techniques qui devraient lui permettre de s'élever finissent par le ravaler au rang de choses manipulables. Pour échapper au déclin de la pensée française et plus généralement occidentale, l'homme attend donc un sursaut culturel pour réveiller les consciences. Il éprouve le besoin d'une pensée agissante. Bergson écrivait « Agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». Ce n'est malheureusement pas toujours le cas en matière de science et de technologie. Bien sûr, sur les avancées biomédicales, je suis convaincu que notre société manque d'une réflexion éclairée, suffisante, d'une expression aussi posée que pédagogique, expliquant la nature des enjeux. C'est bien le but du Forum européen de bioéthique. Dans un monde de plus en plus complexe et instable, évoluant à une vitesse inédite, les choix binaires généralement privilégiés sont dépassés. Nous avons besoin de réfléchir aux défis de l'avenir en nous attachant à repenser nos sociétés pour éviter le pire, à commencer en séparant bien la connaissance et son usage. Dans le débat qui nous occupe, les scientifiques font valoir à juste titre, selon moi, que ce n'est pas la connaissance qui est dangereuse en elle-même, mais l'usage qu'on en fait. Il faut en être persuadé. C'est là qu'est le vrai défi. L'exemple typique en est l'énergie atomique, qui place l'homme devant un choix éthique majeur, conduisant à refuser de nouveaux Hiroshima, mais à utiliser la radiothérapie pour lutter contre le cancer. Savoir dire non à l'arme nucléaire qui tue, mais dire oui à la radiothérapie qui sauve des vies. De fait, la rapidité des avancées scientifiques pose des questions qui se renouvellent régulièrement avec une diversité et une acuité d'autant plus vives que l'homme peut éprouver le sentiment d'être emporté par un tourbillon qui le dépasse. Après une succession de petits pas, dont aucun ne paraît déterminant, il finit par se trouver là où il n'aurait peut-être jamais voulu aller si l'intégralité du cheminement avait été connue dès le départ. C'est ce que j'ai appelé le syndrome de la pente glissante. Le diagnostic prénatal est un merveilleux exemple pour illustrer cette idée. D'abord réservé aux familles ayant déjà un enfant trisomique 21, il fut ensuite étendu à des populations jugées à risque, puis à des affections de gravité moindre, puis encore à des affections curables, voire à des affections susceptibles d'apparaître au cours de la vie. Autrement dit, jusqu'où ne pas aller trop loin. Pour toutes ces raisons, mon engagement vient du sentiment profond que le débat qui va de la génétique au post-humanisme peut être à l'origine d'un homme renouvelé, d'une humanité réaffirmée, car je suis convaincu qu'il faut croire en l'homme. Au travers des questions que nous avons abordées, j'ai souhaité placer nos consciences face à un défi capital. Il n'échappe à personne que le problème majeur réside dans le fait que la science évolue beaucoup plus vite que nos consciences. Tous les mouvements scientifiques, y compris pendant les Lumières, ont été traversés par des anxiétés, des inquiétudes, des critiques sur le développement des sciences. Et 3 siècles après, le progrès se heurte à nouveau à ces obstacles qui n'ont jamais été totalement effacés.
Mais autrefois, quand un progrès survenait, la population avait le temps de le découvrir, de l'apprivoiser pour finalement se l'approprier. L'exemple des locomotives à vapeur fait aujourd'hui sourire quand on lit que des savants autorisés expliquaient que le passage dans les tunnels mettrait la vie des voyageurs en danger. À la différence de nos jours, les avancées scientifiques déterminantes surgissent toutes les semaines ou presque. Elles nécessiteraient un travail de réflexion éthique continu pour trouver les meilleures réponses au regard de l'humanisme qui nous habite. Stimulant les consciences, l'éthique vient discerner le sens, dire le pourquoi, quand la rationalité scientifique s'intéresse davantage au comment. D'après Edgar Morin, il faut tourner la page de l'humanisme d'Homo sapiens qui se veut souverain de l'univers, doté d'un droit illimité sur toute chose. Nous avons besoin, écrit-il, d'un humanisme régénéré, d'un humanisme universel où tout être humain a besoin d'être reconnu dans sa pleine humanité par autrui et demande le respect pour ce qu'on appelle la dignité de chaque humain. Il est possible que naissent de grandes morales laïques imposées par cette nécessité. Mais pour le moment, on ne voit rien venir. Nous sommes dans une période de désordre précédant l'inconnu et rien n'est plus inconfortable. Il nous faut donc réagir, définir ce que nous voulons et ne voulons pas pour l'homme. Il s'agit d'un défi colossal. Mais Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, affirmait « Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent ». Il parlait d'un monde meilleur, plus attentif aux autres, d'un monde plus humain, et c'est ce que je nous souhaite. Merci à nos deux brillants orateurs. Je rappelle le titre du livre, si vous voulez prolonger la réflexion, de Jean-François Mattei, Questions de conscience de la génétique au post-humanisme, et le dernier livre de Irène Théry, tu me l'as dit, mais j'ai oublié. Mariage et filiation pour tous, et je vous donne rendez-vous à demain matin 11 h pour la suite du forum. Bonne soirée à tous.